Et notre invité politique ce matin, c'est Éric Woerth. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes député Renaissance de l'Oise et vous avez été chargé par Emmanuel Macron d'une mission sur la décentralisation dont on va évidemment parler. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale représentée par Julien Lécuyer de la Voix du Nord. Bonjour Julien. Bonjour Oriane, bonjour Monsieur Woerth. Bonjour. D'abord, difficile de ne pas parler de cette colère agricole, Éric Woerth, qui s'étend, les blocages qui se poursuivent dans le pays. Est-ce que l'exécutif échoue à éteindre cette colère agricole ? Écoutez, c'est une colère qui dure parce qu'elle est sans doute profonde et qu'elle est entretenue par une série de revendications qui, pour la plupart, sont très légitimes et que l'État a déjà pris en compte. C'est ça qui est le plus difficile dans cette affaire. Il y a des choses de court terme, il y a des choses de court terme, il y a des choses de moyen terme. Les agriculteurs, d'ailleurs, le disent bien, ils connaissent bien ces sujets. Il y a des problèmes de revenus, il y a le problème du gazole, le problème des surtranspositions, le problème de la réciprocité dans les accords internationaux. Tout ça ne se traite pas de la même manière. L'État a pris les choses. Est-ce qu'il faut en faire plus ? Mais il faut faire bien. Il faut faire bien. Il faut d'abord, il faut aussi protéger nos exportations. Donc, dans les accords internationaux, il y a évidemment l'idée de la réciprocité. Elle est extrêmement importante, mais aussi l'idée que c'est positif aussi pour l'agriculture, parce qu'on exporte beaucoup. Donc, il faut faire très attention aux mesures de rétorsion. Si on place mal une négociation à un moment donné dans un accord. C'est des accords qui prennent 10 ans, 15 ans parfois. Comment vous jugez justement la position de l'Union européenne ? Il y a une sorte de camouflet de la part d'un commissaire européen qui a dit qu'il était hors de question de jeter à la poubelle le travail autour du Mercosur. Or, du côté de l'État français, on dit qu'il faut arrêter les négociations. On a l'impression qu'on est entre deux eaux et que finalement la voix de la France n'est pas tellement écoutée. Elle va l'être. Le président de la République est aujourd'hui à Bruxelles. L'État a toujours porté des mesures de protection de l'agriculture française et de l'agriculture d'ailleurs européenne. Mais est-ce qu'il va peser au niveau européen ? Oui, mais enfin derrière tous ces accords, je vais dire, c'est quasiment parfois 15 ans de travail. Donc c'est compliqué de rentrer dans le détail, comme on rentre personne dans le détail en fait, en dehors d'un certain nombre de spécialistes. Très bien, il y a des visions générales où on a l'impression qu'on importe énormément et qu'au fond on tue les exportations françaises et qu'on tue la compétitivité de l'agriculture française. Bon, parfois c'est vrai, enfin parfois c'est pas vrai du tout. Les accords internationaux sont devenus des émissaires, ça vous dites ? Souvent parce que c'est pratique. Regardez sur l'accord avec le Canada en ce qui concerne l'importation de viande canadienne, ce qui avait été prédit comme une catastrophe absolue ne l'est pas. Et au contraire, c'était plutôt positif pour l'agriculture française. Après, c'est difficile de le dire à chacun selon les secteurs, selon la taille des exploitations. Il y a des agriculteurs qui vont très mal, qui travaillent beaucoup, qui sont pas payés. Enfin, tout ça, c'est évidemment extraordinairement. Et vous voyez, Monsieur Donc, ça veut dire que Paris, le gouvernement, ce gouvernement le prend totalement à bras le corps. Il y aura des propositions de moyen terme. Il y a eu des propositions de court terme que le Premier ministre a déjà évoquées. Quand il revient sur l'augmentation de ce qu'on appelle le gazole non routier, c'est-à-dire au fond la baisse du prix du diesel pour les agriculteurs, bon, il prend en compte quelque chose qui pourrait sembler comme contradictoire. Mais regardez, il y a une erreur de la part du gouvernement sur ce. Écoutez, il y avait un accord. Il y avait un accord sur le fait que pendant plusieurs années, on augmente doucement le gazole et qu'il y ait des contreparties. C'est-à-dire que les sommes économisées d'une certaine manière par l'État revenaient aux agriculteurs. Donc il y avait un accord. Y compris avec la FNSEA qui aujourd'hui appelle au blocage. Est-ce qu'ils font preuve d'irresponsabilité ? Mais non, moi je veux surtout pas jeter l'huile sur le feu et dire cela. Les agriculteurs sont organisés, heureusement, et la FNSEA est un très grand syndicat. Donc là, la question n'est pas là. Et plutôt responsable et plutôt. Sauf que le mouvement leur échappe. Le mouvement leur échappe un petit peu parce que la base, ça vient de la base et la FNSEA a suivi en réalité. Je ne sais pas si ça leur échappe. Je vois simplement qu'ils sont quand même au premier plan là-dessus. Ce qui peut échapper, c'est quand des agriculteurs veulent venir envahir le Rungis. Vous avez peur que ça se radicalise ? Quand on veut envahir Rungis, le pays, ministre de l'Intérieur, le gouvernement, il a bien raison, met des lignes rouges.
rouge. Dit non, ça, c'est pas possible. Donc il y a une peur de ça n'a pas été possible, et tant mieux. Il y a une peur de la radicalisation de ce mouvement. Il y a une peur. Partout, il y a toujours des peurs de radicalisation dans le monde où on vit. On l'a vu avec les Gilets jaunes. On l'a vu à d'autres moments, on le voit dans les urnes, des partis très radicaux ont beaucoup de sièges à l'Assemblée nationale aujourd'hui, des deux côtés, à droite comme à gauche, et évidemment les doutes qu'a évoqué le Premier ministre dans sa discussion, dans sa déclaration de politique générale, ils sont là partout. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un monde qui change beaucoup. Justement, comment vous percevez ? Et qui change très vite. Et l'agriculture, elle est au premier rang, puisqu'elle est à la fois entre la nécessité de protéger l'écologie. Les agriculteurs sont des écologistes, hein, c'est les premiers au contact de la nature, donc ils veulent pas dégrader cette nature. Donc on leur impose des choses, en général qu'ils font. Il faut juste qu'on en mesure bien à un moment donné l'équilibre. Et ça c'est très important, et que notamment à l'intérieur de l'Europe, l'affaire des surtranspositions, elle est absolument fondamentale. Et beaucoup, moi je suis content que le gouvernement ait pris des engagements par la voix de Gabriel Attal. Il faut juste qu'on puisse les respecter. C'est pas la première fois qu'on parle des surtranspositions. Vraiment pas la première fois. Ce sujet, il avait été parfaitement diagnostiqué. Il faut que l'État s'empêche de surtransposer. Alors, quand il y a une crise, on arrête tout, et puis après, la vie reprend son cours. Et c'est ça qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas que la vie reprenne son cours comme avant. Il ne faut pas qu'on oublie ça. Il faut que ce soit clairement gravé dans les intentions de la République. Julien, on va parler du discours de politique générale de Gabriel Attal. Oui, discours de politique générale qui a beaucoup fait parler, évidemment. Des commentateurs ont pointé un catalogue de mesures que n'aurait pas renié Nicolas Sarkozy. Vous qui avez été l'un de ses ministres, est-ce que vous validez ? Moi, je valide que c'était un très bon discours de politique générale. C'était pas ma question. J'en ai entendu. Si, c'est mes convictions. Vous pouvez vous demander à quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est un, moi, je pense que oui. Est-ce que c'est un discours que n'aurait pas renié Nicolas Sarkozy ? Il y a la valeur travail, il y a évidemment l'autorité et l'autorité partout. Au fond, l'autorité à l'école, l'autorité. Il y a un grand passage sur la santé qui a été, je pense, vraiment bienvenu, même si là aussi les réponses s'inscrivent parfois dans le long terme. Ça veut dire qu'il faut faire beaucoup de choses pour essayer de regrouper les forces et retrouver à ce qu'il y ait des médecins devant des Français. Quand il y a des Français qui ne peuvent plus avoir de médecins généralistes, ou quand on voit l'état des services des urgences un peu partout dans notre pays, c'est vrai que ça interpelle et c'était extraordinairement préoccupant. Votre ancienne famille continue de s'interroger à savoir si elle doit suivre la voie de la motion de censure. Est-ce que vous regrettez cette réflexion? Mais encore une fois, il devrait plutôt s'interroger sur comment essayer d'apporter des réponses aux Français, plutôt que de savoir si on fait une motion de censure ou pas une motion de censure. C'est déplacé de la part des LR? C'est de la mauvaise politique, c'est de la politique de bazar. Et de bazar à tous les sens du terme, c'est mettre le bazar. La France, elle n'a pas besoin de ça. Encore une fois, les transformations qu'on affronte, il y a assez peu de gouvernements qui a eu à les affronter complètement. Elle change la vie des gens, elle change notre vie, elle change la vie de nos téléspectateurs, ils le voient tous les jours. Donc ça crée des doutes, des inquiétudes, mais ça crée aussi une formidable opportunité. Et j'ai trouvé que le Premier ministre, enfin, c'était un discours qui ne cachait rien, c'était pas un discours naïf, c'est le moins qu'on puisse dire, mais c'est un discours qui trace des perspectives, qui dit les choses, qui donne des espoirs, qui donne envie. Donc on doit se battre, on doit faire des efforts, les efforts doivent être justement répartis. Qui donne envie, mais qui ne trouve pas encore un écho auprès des Français. Je vais vous citer un sondage Odoxa. Alors les Français sont 73% à approuver les 6 principales mesures du discours de politique générale de Gabriel Attal, mais paradoxe, 58% disent ne pas avoir été convaincus. En fait, ce qui pose clairement la question de la crédibilité de la parole politique. Mais personne n'est jamais convaincu de rien. Vous prenez tous les sondages, à chaque fois qu'un politique dit quelque chose, c'est plus de 50% de non convaincus. Donc, ça pose question, ça pose question. Dans une démocratie comme la France, au fond, la critique prend le dessus toujours. Regardez le chômage. Il y a moins de chômage. Même si c'est difficile aujourd'hui, puisque l'économie mondiale a plutôt tendance à ralentir. Mais il y a moins de chômage. Ça, c'est un fait. Il y a beaucoup de postes qui ne trouvent pas de preneurs. Ça, c'est un fait. Le chômage, c'était la priorité numéro 1, ça l'est plus. Et au fond, c'est normal. Les gens oublient les victoires, c'est ça que vous voulez dire ?
on regarde ce qui ne va pas. Et comme il y a toujours plein de trucs qui ne vont pas dans la vie quotidienne comme dans la vie tout court, je pense que c'est une attitude assez logique et assez normale. Et d'ailleurs, les dirigeants l'intègrent. Il faut sans arrêt améliorer. Et parfois, c'est juste des améliorations d'ajustement. Donc on améliore les choses. Aujourd'hui, c'est pas tout à fait le cas. C'est des améliorations structurelles. Et quand on parle du modèle social, Gabriel Attal l'a évoqué, il a parlé de la smicardisation. Il a raison, c'est une forme de trappe à SMIC. C'est-à-dire que les gens, ils commencent au SMIC, et puis au fond, ils n'en sortent pas. Ça, c'est pas normal. La progression des salaires, c'est fondamental. Et le modèle social, tel qu'il est construit, ça avait probablement beaucoup d'intérêt à un moment donné. Aujourd'hui, c'est dangereux. On a la tendance à plutôt ralentir l'augmentation des salaires qu'au contraire l'avantager. Donc, on va parler du discours de Gabriel Attal hier, devant les sénateurs, où il a été question de décentralisation. Je le disais, vous êtes chargé, vous, d'une mission sur la décentralisation. Gabriel Attal, Julien, qui a promis une loi sur la décentralisation d'ici la fin de l'année. Oui, et évidemment, c'est avec votre travail qu'on imagine qu'il va s'inspirer. Est-ce que vous pouvez d'ores et déjà nous dire un peu les pistes sur lesquelles vous travaillez ? Non, on travaille c'est le président de la République, autour du mois de novembre, m'a chargé d'une mission pour proposer une évolution de la décentralisation, un approfondissement de la décentralisation. Aujourd'hui, personne n'est content. Quand vous faites le tour des grandes associations d'élus, on n'est pas content, les maires sont pas contents. La loi 3DS a été une déception. C'est des ajustements. C'est une loi importante. Une bonne partie d'ailleurs n'est pas appliquée. Au fond, les élus ne s'en saisissent pas. Donc, en tout cas, mais ça veut dire que la loi de la fin de l'année, ce ne seront pas que des ajustements, ce sera une véritable loi de décentralisation. C'est pas du tout des ajustements. C'est une loi d'approfondissement de la décentralisation. Ce serait ça, une ou des, je ne sais pas, on verra. On n'est pas encore à la fin de l'année et loin de là. Est-ce qu'il peut y en avoir plusieurs ? On y travaille. La forme juridique, j'en sais rien. Le gouvernement verra en fonction des propositions. Ce qui est très très important, c'est au fond d'améliorer la production du service local. La production du service local, c'est le service tel qu'il est produit pour les concitoyens. Est-ce qu'il est bien produit ? Est-ce qu'il est mal produit ? Il faut regarder les questions de moyens. Beaucoup d'élus se plaignent d'absence de moyens. L'État leur dit mais des moyens, on en a donné beaucoup. Regardez, pendant le Covid, on a été l'assureur de tout. On était l'assureur des salariés, l'assureur des entreprises, l'assureur des collectivités locales. Donc il faut aussi regarder ce qui relève en réalité de la libre administration des collectivités locales. C'est-à-dire, mais concrètement, ça veut dire quoi, Éric Woerth ? Est-ce que ça veut dire, parce que là, notamment, les maires disent qu'ils n'ont plus de pouvoir fiscal avec la suppression de la taxe d'habitation. Est-ce qu'il faut redonner un impôt fléché sur les communes ? La libre administration, ça veut dire que lorsque vous êtes responsable d'une politique, de la mise en œuvre, de l'organisation d'une politique, soit une politique sociale ou d'urbanisme ou de sécurité, lorsque vous en êtes responsable et que l'État a acté le fait que c'était pas lui qui s'en occupait directement, mais que c'était vous, commune, intercommunalité, département ou région, et bien alors là, l'élu local, il exerce à plein son pouvoir. Il décide de l'organisation de cette politique. Il peut en décider d'ailleurs différemment qu'on soit au nord ou au sud. Et puis également, il l'organise totalement. Donc mais ça, c'est pas complètement vrai. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire un nouvel impôt pour que les élus aient des ressources propres ? Alors, il y a la question de la fiscalité. La fin de la taxe d'habitation, elle a été actée, elle a été votée par l'Assemblée nationale et par le Sénat. Ah, bien sûr que non. Enfin, ce serait le pompon de l'impuissance politique. C'est-à-dire, vous décidez un truc et puis 3 mois après, 1 an après, 2 ans après, ou 3 ans après, vous revenez là-dessus. Je pense que c'était une mesure. Chacun au Sénat, on en a parlé. On l'a, sur laquelle vous n'étiez pas tellement d'accord. Moi, j'avais mon opinion de l'époque. Elle était clairement affichée, mais ça a été fait. Donc, moi, j'ai un esprit pragmatique. On ne va pas passer son temps à refaire ce qui a déjà été fait. Les élus veulent de la vision, ils veulent de la clarté. Oui, mais on peut réfléchir aussi autrement. On peut réfléchir autrement à l'évolution des finances locales. Mais comment alors ? De l'économie. On peut réfléchir. Il y a des partages d'impôts nationaux aujourd'hui. La TVA est un impôt qui est largement partagé aux collectivités. La TVA, l'État en perçoit grosso modo moins de 50%.
10% aujourd'hui. Est-ce qu'on l'a fait de manière consciente et cohérente? Non. Donc, est-ce qu'on peut remettre de la cohérence sur tout cela? Et ça, c'est très important. Est-ce qu'on peut aussi donc ça veut dire flécher d'autres impôts nationaux vers les collectivités? Est-ce qu'on peut aussi rattacher les ressources locales à la nature des charges qu'elles ont? Un département, il a beaucoup de charges sociales. Une région, elle a beaucoup de charges dans le domaine de l'équipement, des infrastructures. Oui, mais les collectivités, une charge, un financement. C'est ça la clarté normalement. Oui, mais c'est d'ailleurs le Premier ministre l'a évoqué. Exactement. Une charge, un financement, ou au moins un financement qui a un lien avec l'évolution de cette charge et qui ne soit pas contracyclique. C'est-à-dire qu'en même temps, vous voyez la baisse de vos recettes et une augmentation de vos dépenses. C'est le cas, par exemple, pour les départements. Quand ils ont des droits de mutation, ça s'effondre. Ça a beaucoup augmenté. Mais en ce moment, ça baisse plutôt. Et en même temps, ils voient les charges de leurs prestations sociales augmenter. Ces charges de prestations sociales, elles sont par elles-mêmes définies par l'État. Et donc chacun doit être responsable de ce qu'il choisit. L'État doit être responsable de l'égalité devant les citoyens. On ne peut pas verser un RSA différent au nord comme au sud, ni une prestation compensatrice du handicap. Il faut le faire. Donc l'État doit exercer cette responsabilité et l'assumer et le défendre. Et les départements sont chargés de la mise en œuvre de cette politique. Comment on fait pour que chacun y voit le plus clair? Comment on fait pour accroître l'efficacité du service public? Comment on fait pour redonner du sens à la libre administration des collectivités dans un État unitaire? Dans un État unitaire. Oui, donc dans un État qui a la compétence de ses compétences, c'est le seul. Et ça veut dire quoi? Est-ce que c'est compatible avec la différenciation? Oui, bien sûr, parce que la différenciation, elle réajuste parfois l'inégalité entre les citoyens. Le fait que vous ne viviez pas dans les mêmes conditions dans le nord et dans le sud, dans l'est et dans l'ouest, etc., qu'il y a des spécificités par bassin d'emploi, qu'il y a des spécificités par région géographique ou par identité, il est assez naturel qu'à un moment donné, quand une règle s'impose, elle doit pouvoir s'imposer, il doit pouvoir y avoir une marge de manœuvre. C'est le droit de dérogation dont parlait le Premier ministre. Oui, il doit y avoir une marge de manœuvre. Alors, ça ne veut pas dire que la loi, elle doit être différente partout parce qu'on ne va plus rien comprendre. Il faut mettre un cadre à tout ça. Mais il doit pouvoir y avoir des marges de manœuvre, tant dans la loi, l'interprétation que peut en faire un préfet, par exemple, ou les règlements. Élus. Alors, plutôt la règle, d'ailleurs, les règlements nationaux administratifs, que la loi. Mais le législateur pourrait également fixer une marge dans un certain nombre de conditions pour certains textes. Pour que ce soit clair, pour que ce soit au plus proche des besoins des Français. Il faut que la production, encore une fois, on produit du service public, pardon de cette expression, on produit des choses, on produit des politiques, on produit des... Et ce service public, il doit être le plus efficace possible, il doit être le plus simple aussi, simplicité dans l'action, simplicité dans l'administration, simplicité dans la responsabilité. Justement, Emmanuel Macron, on ne se renvoie pas la responsabilité de l'un, vous savez pas moi, c'est l'État. Les Français n'en peuvent plus. Tes ordures ménagères, c'est pas moi, le maire, on lui dit, monsieur le maire, je comprends pas, il ramasse plus. Ah, mais c'est pas moi, c'est l'intercommunalité. L'intercommunalité, ils disent non, il faut que les élus prennent leurs responsabilités en général. Ils savent le faire, mais pour qu'ils le fassent, il faut que ce soit clairement défini. Justement, Emmanuel Macron a beaucoup parlé du millefeuille territorial. Julien, une question là-dessus. Oui, puisqu'on a essayé de comprendre, puisque c'est vrai que dans la première lettre de mission, Emmanuel Macron semblait vouloir réduire le nombre de strates décentralisées. Gabriel Attal, lui, a expliqué, je cite, vouloir dépasser les débats stériles sur l'échelon à conserver ou supprimer. Alors où est-ce qu'on va en fait ? Le courrier qui m'était adressé, il parlait effectivement de strates et de ce que souhaitait dire le président de la République, c'était pas de supprimer une strate, elles existent. On va pas déclencher des guerres. Donc il n'y aura pas de suppression de strates. Non, il n'y aura pas. Enfin, dans mes propositions, je suis pas mais création, président des conseiller territorial, par exemple. Il n'y aura pas de suppression de strates. Est-ce que le conseiller territorial il peut y avoir une mise en ordre, en meilleur ordre, des différents niveaux de strates et des responsabilités qu'elles exercent. Mais pas de suppression. Non, mais ça, c'est partie des interrogations. Départements, ils ont eu peur de cela. Là, jamais été l'intention de quiconque. On ne va pas supprimer des régions qui ont été recréées et augmentées. On ne va pas supprimer les communes. Enfin, j'ai pas l'impression qu'on est en train de supprimer les communes. On peut inciter à ce qu'il y ait des communes nouvelles, mais par le biais du volontariat. On peut éclaircir le rôle parce qu'il n'y a pas qu'une question entre l'État et les collectivités. Entre les communes et les intercommunalités, c'est des histoires extrêmement différentes selon les cas de figure. Les plus grandes de Lyon, Marseille ou Paris, jusqu'au plus petit, la plus petite des communautés de communes. Comment on fait pour que
La subsidiarité aussi, le fait qu'on puisse agir au bon niveau. Comment on peut y arriver? La loi d'ailleurs, 3DS, pardon ces terribles noms, cette loi-là, elle permettait d'adapter les choses. Bon, ça n'a pas très bien marché parce que les élus ne s'en sont pas saisis. Par contre, en face de tout cela, et le Premier ministre l'a dit hier, il doit y avoir plus de déconcentration des services de l'État, c'est-à-dire plus de pouvoir à l'État local et pas aux administrations centrales. Donc l'augmentation du pouvoir du préfet, elle est fondamentale là-dedans. Si vous augmentez, vous approfondissez la décentralisation, il faut en face de cette décentralisation que l'État lui-même s'organise mieux et le préfet, il est évidemment au cœur de ça. Monsieur Vert, je réitère ma question, pas de suppression de strates, mais est-ce que le grand projet de Nicolas Sarkozy du conseiller territorial pourrait renaître à l'occasion de votre mission? En tout cas, on va le regarder, évidemment, parce que c'est un sujet dont on parle depuis maintenant plus de 10 ans. Il avait été voté en 2010, supprimé après par François Hollande. Donc, mais c'est resté dans le débat politique. Donc tout ce qui reste dans le débat politique, il faut tenter à un moment donné de le purger. On ne va pas en parler pendant. Mais vous, ça vous intéresse? C'est de le purger en fermant la porte ou c'est de le purger en le remettant sur la table? Je ne donnerai pas d'opinion parce que cette mission elle a commencé il y a même pas 2 mois. Donc on fera un première étape d'ici le printemps et puis je rendrai des conclusions au gouvernement d'ici le début du mois de mai. Le président du Sénat, d'ailleurs, suit les choses de façon très étroite. D'ailleurs, je salue le travail des sénateurs sur ce sujet. Vous allez vous en inspirer? Mais bien entendu. Moi, je ne vais pas refaire des travaux qui ont déjà été faits. Enfin, ça commence à bien faire de toujours refaire des choses. Je prends les rapports qu'on estime les meilleurs. Il y a eu beaucoup de travail de Mathieu Darnaud au Sénat, de Françoise Gatel au Sénat, beaucoup de travail de la délégation David Valence, par exemple, à l'Assemblée nationale. Il y a un travail considérable. Il y a des travaux en cours sur le statut de l'élu, Violette Pilbou et Sébastien Jumel. Il y a beaucoup de travail qui est fait. Donc ces rapports, ils ont été souvent très approfondis. Il faut regarder comment ils s'inscrivent. Parfois, ils vont jamais jusqu'au bout de la proposition, notamment dans le domaine de la fiscalité locale, de la réforme au fond des ressources locales, comment essayer d'avoir des paniers de ressources dans lesquels il y ait une forme d'autonomie, mais aussi qui soit le plus garantie possible par rapport aux crises. Là, il n'y a pas non plus pléthore de propositions opérationnelles, détaillées. Et c'est évidemment là-dessus que nous serons, j'espère qu'on fera de bonnes propositions et j'espère que ça fera aussi consensus, parce que l'idée, c'est d'améliorer la décentralisation. Au fond, la République française, c'est une république décentralisée. C'est pas moi qui le dis, c'est la Constitution. Donc si on peut faire vivre, si on peut donner du sens à cela, si on peut améliorer la qualité du service public et faciliter le travail des élus locaux, d'ailleurs, Gabriel Attal a rendu hommage aux élus hier devant le Sénat, on aura gagné et ce sera bien pour la France. Vous savez, on dit toujours qu'il faut libérer les énergies. Une bonne partie des énergies, elles sont là. Il faut juste soulever un peu la table. Mais elles sont beaucoup bloquées par l'État. Du poids de la norme, du poids de la simplification. Non, l'État ne bloque pas tout. Quand on rend hommage aux policiers, aux gendarmes, quand on rend hommage au personnel soignant, pour les élus locaux. quand on rend hommage à l'État, d'une certaine manière, c'est bien l'État qui organise ses services publics. Les élus locaux, ils organisent le service public local. On doit leur rendre hommage et on doit leur donner, évidemment, les moyens de le faire dans le cadre d'un État unitaire. Dans le cadre d'un État unitaire. Nous ne sommes pas un État fédéral. Un dernier mot, juste, Éric Woerth. Au gouvernement et à l'État de garantir l'égalité des citoyens, les libertés locales, l'ordre, etc. Un dernier mot, parce que parmi les sujets d'inquiétude des élus locaux, il y a la question du ZAN, du zéro artificialisation nette. Est-ce qu'il faut assouplir ce dispositif? En tout cas, on va très très loin dans ce domaine sur le plan réglementaire. Je vois que là maintenant, et c'est tant mieux, le nouveau gouvernement a pris en charge l'affaire de la simplification. C'est un vieux sujet, c'est un sujet aussi compliqué que la complication, et aussi malheureusement peu simple. Et donc le Premier ministre va s'y atteler. Moi, je proposerai une augmentation du pouvoir réglementaire des élus, c'est-à-dire lorsqu'on a une compétence, on en définit l'organisation. Donc oui, il faut absolument. Mais il y a une dérive de la loi. Donner plus de souplesse aux élus là-dessus. Il y a une dérive de la loi. C'est-à-dire que la loi,
elle est de plus en plus bavarde. Pardon, c'est vrai à l'Assemblée, c'est vrai au Sénat, il y a des amendements dans tous les sens. La loi étant de plus en plus bavarde, empiète de plus en plus sur le pouvoir réglementaire de l'État. L'État se retrouve avec un texte qui va au-delà du pouvoir législatif, et le Conseil constitutionnel devrait regarder ça parfois de plus près. Et nous avons après, au fond, donc il faut chacun, le rôle de chacun, il est déplacé comme une sorte de cascade de la complication. Et puis, in fine, l'administration centrale qui devait préciser les choses, ça a déjà été précisé dans la loi, donc elle le reprécise encore plus fortement, et ça donne des trucs comme on va réglementer le nombre de vélos dans des rames, rames de train. Quoi. Un dernier mot plus politique peut-être, Éric Woerth, parce que vous nous dites vous rendrez vos conclusions début mai, ce sera à un mois des européennes. Est-ce que votre rapport, il a aussi pour but d'apporter des solutions aux élus, d'apporter des solutions aux gens et de contrer le Rassemblement national ? Contre personne. Enfin, moi, je suis contre le Rassemblement national et je le combattrai. Mais la seule manière d'empêcher les extrémismes de tout poil d'arriver au pouvoir, c'est pas de dire que ce sont des extrémismes. C'est pas c'est de l'argument n'est pas moral. La seule manière, ça voulait dire. Ça n'a plus de sens, c'est plus audible. Donc, je pense que c'est par le résultat. Nous, on doit être une république du résultat. Et dans cette république du résultat, il y a les pouvoirs publics, le service public. Dans d'autres pays, c'est pas très important. En France, c'est extrêmement important. Et ce service public, il doit être de qualité, il doit être adapté aux citoyens. L'État a un rôle fondamental à jouer, évidemment, mais les collectivités locales ont un rôle extrêmement important. On va essayer de leur donner la possibilité de continuer à le faire. Et c'est le président de la République qui tient beaucoup. Merci Éric Woerth. On espère que vous viendrez nous présenter vos résultats, vos premières conclusions. Mais bien sûr, de toute façon, on les présentera. Vous êtes le bienvenu pour le faire chez nous. Merci Éric Woerth. Merci Julien. La une de La Voix du Nord, tracteur et blindé nez à nez aux portes de Paris. C'est à la une de votre journal. À la semaine prochaine, Julien. On passe au Club des Territoires.